Pouf. T'es là? Je suis là. Ah bon. Je suis détendu. Cool. Ma montre, elle me dit respire. Je sais pas pourquoi. Respirer. Ouais, ouais, ça y est. Attends. Voilà, on y est. Alors, on est sur le groupe. Donc, si tu as si t'as l'image, tu cliques sur le truc Coral Guardian et tu vas voir les commentaires qui s'affichent en dessous. Ok, ok. Bon, après, moi, je vais parler. Je ne vais pas avoir le temps de dire. Enfin, je dirai pas les commentaires D'accord. en Alors, moi, direct. je Je pense. regarde. Enfin, voilà, moi, je vais faire la présentation, me concentrer Ouais, là-dessus. ouais. Et au moment des Ça y est, questions, je te dirai. on y est. Donc, Super. bonjour. Bonjour, donc on a le plaisir de recevoir Martin Cololli, qui est le fondateur, un des fondateurs et le directeur actuel de Coral Guardian. Il a plein d'activités par ailleurs, notamment sur Futura Science et compagnie, avec des publics scientifiques. Et tu fais de la vulgarisation un petit peu pour le grand public aussi, hein, Martin. Oui, au sein de l'association. Mais d'ailleurs, Ouais. bonsoir à tout le monde. Ouais. Et bonsoir. Martin a fondé en 2012 Coral Guardian, qui est une ONG, hein, c'est ça, c'est une ONG qui s'occupe C'est de une la association préservation. française. Ouais, ouais. Ouais, association française qui s'occupe de la préservation des récifs. Et vous êtes basé à côté des Varans, hein, il me semble. À Komodo, c'est ça, en Indo. C'est un gros résumé, ça, Eric. C'est un gros. Bon, ben, je te laisse présenter la sauce avec ta présentation et puis après on discute. Oui, alors, vous voyez, là, tu vois ma présentation? Tout le monde Ouais, voit ma présentation? on Vous voyez la voit, on première voit, slide? on voit, on voit. Ok, génial. Bon, alors, euh, bon, c'est une première slide d'introduction, mais je vous présenterai l'association juste après. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Eric, et merci de nous inviter, de m'inviter et donc d'inviter notre association à présenter nos actions sur ton groupe. Mm. Voilà, donc je voulais commencer un peu la présentation par une vidéo pour vous montrer un peu ce que c'est qu'un récif corallien. Alors, je sais que je m'adresse à des personnes qui s'y connaissent en coraux et en récif corallien. Alors après, il y a une différence entre les aquariums et le milieu naturel. J'ai beaucoup fait d'aquariologie, moi, avant de travailler pour l'association et de créer l'association. J'étais passionné. Et voilà, donc c'est pour ça que je me sens bien, en fait, de parler là sur ce groupe. Voilà, donc je voulais juste vous montrer une vidéo prise, comme tu disais, là Ouais, où il y a les parents. ouais, C'est sur le parc national de Komodo. ouais. Voilà, c'est une vidéo. Alors, je lance. Voilà. Donc, on peut voir un peu la diversité d'un récif corallien. La diversité en termes de forme, de couleur, de vie, en fait. Voilà, on voit plus du tout le fond. Le fond est recouvert par le corail, par des dizaines d'espèces. Et du coup, des dizaines et des dizaines d'espèces de poissons vivent au sein de ces coraux. Voilà. Donc, en fait, pour expliquer un peu le corail rapidement, parce que je sais que, bon, voilà, vous savez ce que c'est qu'un corail, vous connaissez la symbiose, vous connaissez le lien au soleil, mais c'est Ouais. quand même important de préciser, je pense, de rappeler rapidement que, voilà, donc pourquoi les eaux tropicales françaises, ou en tout cas internationales, les eaux où on retrouve des coraux sont cristallines. En fait, c'est des eaux on aime aller plonger, et c'est pour ça qu'on filtre aussi beaucoup l'eau dans les aquariums. Voilà, il faut qu'on ait une eau cristalline, qu'on voit bien à travers et qu'on voit bien les animaux. Et c'est pour ça qu'on aime y plonger. Et pourquoi ces eaux sont cristallines? En fait, c'est qu'elles sont très pauvres en nutriments. Voilà, très pauvres en nitrates, très pauvres en phosphates. D'ailleurs, on en rajoute même dans l'eau, dans les aquariums, pour donner, pour pouvoir nourrir le corail. Mais en fait, c'est des eaux qui sont très pauvres. Qui dit eau très pauvre en nutriments, dit très pauvre en, En particules. en phytoplancton. En Donc voilà, en fait, phytoplancton. ce qui se nourrit de ces nutriments, de ces engrais, en fait, des nitrates et des phosphates, c'est les phytoplanctons. Et ce qui s'alimente sur ce phytoplancton, c'est du zooplancton. Et le zooplancton, souvent, est mangé par les petits poissons et qui est mangé par les plus gros. Voilà, c'est la base de la chaîne alimentaire, en fait. On commence par les nutriments, puis le plancton végétal, puis le plancton animal. Voilà. Et les eaux tropicales sont des eaux très pauvres en nutriments et donc très claires. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, voilà, il faut aussi rappeler que le corail est un animal. Donc, c'est un animal voilà, vous le savez tous, qui vit en symbiose avec une microalgue.
Et donc, c'est sa technique qui lui a permis de pouvoir s'adapter à des eaux cristallines. En fait, un corail en fait, vit dans un désert sous-marin. En fait, c'est ça. Hein. Une eau cristalline, c'est un désert sous-marin. C'est comme vivre dans le désert. Voilà. Et donc, il s'est adapté avec cette microalgue au sein de ses tissus en surface qui lui permet du coup de transformer son CO2 en oxygène et aussi de donner ses déchets à cette algue qui, elle, transformera le CO2 du coup, en oxygène pour faire respirer le corail, mais aussi les déchets de l'algue. Une grande partie des déchets seront de la nourriture pour le corail et peuvent compléter jusqu'à 80% de ses besoins alimentaires. C'est-à-dire que le corail aura besoin d'aller chercher dans le milieu extérieur, de chasser, grâce à ses tentacules, 20% Ouais. de son alimentation. Mhm. Voilà. Eric, tu me coupes si tu as des questions ou si tu as des choses à rajouter ou Ouais, si ben, tu veux aller. on avait parlé avec Vincent, là, que tu connais bien, justement de cette histoire. Il y a quand même certaines espèces de coraux qui vivent dans des endroits où il y a un flux de nutriments continuel. Euh, Oui, oui, oui. hein, donc, voilà, quoi. Je Ouais, schématise, ouais, hein, ouais. Eric. Je schématise, mais pour dire que, en fait, que c'est un animal qui crée sa nourriture à l'intérieur de son corps, Tout à en fait. partie, que ce soit à 50% ou à 80 ou même à 90%. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de coraux symbiotiques. Et il existe aussi des coraux de profondeur, enfin voilà, Ouais, ouais, majorité des tout coraux à aussi fait. Tout à fait. qui n'ont pas besoin du soleil. Voilà, pour dire que c'est des coraux qui ont besoin du soleil et qui vivent dans des déserts sous-marins. Et c'est pour ça que c'est une espèce qui est, en tout cas des espèces qui sont ultra adaptées à leur milieu. Et voilà, et on verra après que justement sur ces slides, la, les dangers que rencontrent les récifs coralliens. Et après, on viendra à nos actions, les actions de Ouais, Coral Guardian sur bien le terrain. sûr, bien sûr. Voilà. Donc, il y a deux types de grandes problématiques que rencontrent les récifs coralliens. C'est les problématiques locales. Et la deuxième, c'est les problématiques globales. Alors, sur les problématiques locales, comme on le voit sur cette photo, par exemple, exemple 1, la pêche à la dynamite. Voilà, donc ça crée, donc sur un récif, comme on le voyait tout à l'heure, on jette une dynamite. C'est des pêcheurs qui ont besoin de manger, qui doivent aller vite et jettent une dynamite. Souvent, c'est des dynamites fabriquées de façon artisanale. Ça explose le récif, ça le détruit en fait vraiment et ça crée du gravat. Voilà, ce gravat, en fait, c'est problématique parce que le récif, du coup, c'est des zones, c'est des animaux solides qui meurent et il y a d'autres animaux Ouais. qui vont construire leur squelette par-dessus et construire vraiment une surface, mais solide. Euh, le problème de la dynamite, c'est que ça crée des gravats qui bougent. Donc, on n'a plus la possibilité d'avoir des petites larves de coraux qui viennent se fixer et grandir sur des surfaces solides. C'est un substrat qui est mouvant. Donc, du coup, ça empêche la construction du récif. Voilà, donc ça, c'est une des problématiques. On a aussi la pêche au cyanure, donc là, qui vient directement tuer le corail. Il reste solide, mais le corail meurt. D'ailleurs, tout Ouais. meurt. On utilise cette pêche pour récolter des animaux et les garder vivants. Que ce C'est encore beaucoup utilisé à ta connaissance? c'est encore beaucoup utilisé, la pêche au cyanure, oui, pour le poisson de bouche, donc pour pêcher des mérous, pour pêcher des langoustes, voilà, pour pêcher des animaux qui sont difficiles à attraper dans les cailloux. Voilà, on balance un peu de cyanure, il vient se poser sur les récepteurs d'oxygène, en fait. Le poisson s'asphyxie, on le ressort et il repart. Voilà. Euh, le problème du cyanure, c'est que ça stresse énormément le poisson pour la partie aquariophilie, hein, parce que souvent, c'est des poissons qui ne se nourrissent pas pendant 2, 3 semaines, un mois, et quand ils arrivent dans l'aquarium du particulier, ils meurent. Ouais. Pas tous, hein, mais la plupart. Et le deuxième problème, c'est pour le marché de bouche, donc pour les restaurants en Chine ou en Indonésie, où en fait le poisson assimile du cyanure au sein de son corps, Ouais. et du coup, en fait, on mange du cyanure, donc on s'intoxique si on mange vraiment très fréquemment du cyanure. Bon, voilà, ça c'est pour la problématique cyanure. Après, il y a aussi les ancres des bateaux avec le tourisme de masse, la construction des hôtels ou toutes les constructions sur les côtes, les pollutions plastiques, les pollutions aux crèmes solaires, voilà, tout type de pollution due à l'activité humaine sur les côtes. Donc ça, c'est vraiment, alors je schématise, hein, encore une fois, mais c'est les problématiques locales. Après, on a les problématiques globales. Alors les problématiques globales, il n'y en a pas énormément, mais elles sont très, très importantes à prendre en compte. La première, c'est les émissions de CO2. Voilà, en fait, c'est la grande problématique. Et c'est de là que découlent deux grandes problématiques. C'est le réchauffement climatique. Le CO2 est un gaz à effet de serre. Ouais. Je ne parle que du CO2, mais il y a d'autres gaz à effet de serre aussi qui sont émis par l'humain
et qui sont autant problématiques. Mais voilà, le CO2 réchauffe l'air. Ouais. Réchauffant l'air, la température aussi se transmet à l'eau. Les masses d'eau océaniques se réchauffent. Et le problème, c'est que le corail, on a dit, est un organisme qui est ultra adapté à son environnement, qui est un désert sous-marin, donc il a trouvé de quoi se nourrir. Par contre, il est très peu adaptable au changement de température. Bon, ça aussi, vous le savez, en aquarium, voilà, on dépasse 31, 32 degrés, voilà, on peut avoir des colonies qui blanchissent. Si on ne rebaisse pas la température suffisamment vite, le corail meurt et on se retrouve avec un désert de squelettes et des algues qui vont le recouvrir. Voilà. Donc ça, c'est la grande problématique actuelle, le blanchissement des coraux dû au réchauffement des masses d'eau. Et la deuxième chose, c'est donc les pressions partielles. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il va se dissoudre dans l'eau, et ce qui fait de l'acide carbonique et qui acidifie les masses d'eau et qui pose un problème pour des organismes qui calcifient comme le corail, mais aussi pour tous les autres organismes comme les invertébrés ou les crabes qui fabriquent par exemple leur squelette, leur exosquelette voilà, à base de calcium. Ouais. Donc voilà, ça pose vraiment un problème à toute la chaîne. Et là, on est sur des problématiques globales, mais en fait, les deux vont de pair. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper des deux. Il faut s'occuper des problématiques locales et des problématiques globales. Voilà. Ouais. Donc, vous c'est surtout tu sensibilises les gens évidemment au global, mais vous avez des actions locales, quoi, pour la pêche à la dynamite, le Alors, cyanure. exactement. J'en parlerai juste après. Voilà. Ouais. Donc là, j'ai montré un peu du blanchissement, du plastique. Voilà. Expliquer un peu que 40% des récifs coralliens de toute la planète ont déjà disparu et que d'ici 2040, les scientifiques disent qu'on pourrait en perdre quasi la totalité. Alors, quasi la totalité, ça veut dire 99% des espèces. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de récifs coralliens, mais on se retrouvera avec des récifs très pauvres en espèces. Voilà, donc en fait, il n'y aura que quelques espèces. Du coup, on perdra aussi toute la biodiversité associée à ces coraux. Et donc, en fait, c'est un grave problème. Mm. Donc voilà, donc maintenant, je vais vous présenter Coral Guardian. Maintenant que je vous ai présenté un peu les problématiques et ce que c'est que le corail dans les grandes lignes, voilà, je vais vous présenter Coral Guardian. Donc c'est une association française. Donc la présentation est en anglais, c'était la meilleure que j'avais en anglais. Je la traduis en même temps. Voilà, désolé pour le changement de langue. Mais voilà, c'est une. Oui, dis-moi. Elle est enregistrée selon la loi 1901, reconnue Voilà, c'est ça. ayant un intérêt général et fondée en 2012. Voilà, Voilà, créée en voilà, 2012. voilà. Exactement. Donc, elle a été cofondée par mon collègue et moi, qui lui a quitté l'association depuis. Ouais. Donc moi, à la base, j'ai étudié l'écologie, la biologie marine. J'ai travaillé en aquarium public, en aquaculture. Mon premier boulot était en Indonésie, dans l'export de poissons tropicaux et de coraux pour les aquariums. Donc voilà, on exportait depuis Bali. J'étais embauché par une boîte suisse et je gérais toute la partie équipe, terrain, commande aux pêcheurs et élevage de coraux durs pour exporter. Voilà, j'ai fait ça un peu plus d'1 an et en fait, c'était un job qui n'était pas du tout en accord avec mes valeurs. T'es pas allé en Australie aussi où tu as pris conscience de la chose? Non, 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 pas en Australie. Non, Ah non, bon? Alors ce qu'ils ont dit dans ton truc, c'était non, c'était pas pour l'Australie, c'était un stage ah oui, c'était un stage, ouais, t'as raison. Ouais. sur l'élevage des Trypnostes en fait, C'est vrai, t'as d'un raison, t'as oursin raison. qu'on a en aquarium. Excuse-moi, j'ai Ouais, pas appris ton CV totalement par cœur. pas de problème, Eric, pas de problème. Y a pas de souci. Et du coup, non, Pardonne-moi. non, mais c'était vraiment en Indonésie, non, l'Australie, c'était pour l'élevage d'oursins, pour le Japon en fait, pour de Ouais. l'aquaculture. Mm. C'est des oursins qu'on retrouve en aquarium qui sont des brouteurs et qui sont super efficaces pour manger les algues. Mais là, vraiment, c'était de l'export pour les aquariums. Et donc, voilà, donc, j'ai vraiment pas. Alors, c'est assez difficile de faire ce boulot sur le terrain. Voilà, on demande à des pêcheurs d'aller chercher des poissons. Il y a beaucoup de ces poissons qui meurent entre le moment où le pêcheur les pêche et le moment où ils arrivent dans l'aquarium final. Voilà, pareil pour les coraux. Il y a des coraux sauvages aussi qui sont cassés sur le récif. Mais bon, ça pourra faire l'objet de questions si vous voulez à la fin. On va Ouais. pas s'étaler là-dessus. Bref, moi j'ai arrêté ce boulot et c'est là qu'en fait j'ai pris conscience qu'il fallait faire
quelque chose pour les préserver. D'où l'idée d'impliquer des pêcheurs dans la préservation de l'écosystème dont ils dépendent directement, les récifs coralliens. Voilà. Donc, notre vision, c'est de soutenir les communautés locales à travers la formation, voilà, des communautés qui dépendent directement de ces écosystèmes. Et notre mission, c'est d'avoir des actions concrètes de terrain. Voilà, on travaille avec ces gens directement. Voilà, c'est eux qui font le boulot, on les forme. Ensuite, ils deviennent autonomes dans la protection d'une zone. Alors, on le verra après, hein. On y vient tout de suite. Mais voilà, je vous l'explique juste après dans nos axes. Donc, qui est Coral Guardian? C'est important aussi. On voit ça de façon plus sociale qu'environnementale. Voilà, c'est en impliquant des gens qu'on arrive à préserver l'écosystème naturel. Qui sommes-nous? Alors, en Indonésie, on a une équipe de 8 personnes. Voilà, donc c'est principalement des pêcheurs d'un petit village de Seraya, je vous le montrerai aussi après. Donc, on a un directeur local, un capitaine de bateau, 4 pêcheurs, une personne qui s'occupe du tourisme et une autre personne qui s'occupe des enfants, qui donne des cours d'anglais aux enfants du village, mais aussi à l'équipe. C'est important, l'anglais est important pour… tous ces gens-là sont salariés de Coral Guardian? Tous ces gens-là sont salariés de Coral Guardian. Alors, c'est une association locale indonésienne voilà, qui a été créée pour ça. Et donc, eux font partie de cette association qui est soutenue par Coral Guardian. Ils ont été formés par nous, ils sont financés par nous. Et par contre, ils sont autonomes et ils sont salariés à plein temps. Voilà, vous le verrez après, hein, je vous expliquerai un peu leur rôle sur le terrain. Et ensuite, alors l'équipe française aussi, qu'il faut saluer. Hein, donc, on a pas mal de bénévoles, on a 13 bénévoles, dont le bureau et le conseil d'administration, avec donc, notre président qui, lui, est docteur en écophysiologie des coraux, voilà, qui bosse toujours dans le secteur. On a des plongeurs, voilà, on a tout type de profils. Et c'est vraiment des gens qui s'impliquent de façon bénévole. Et c'est super important de le rappeler aussi que pour aider une association et pour aider les milieux naturels et faire un peu d'écologie, peu importe ce qu'on fait, on peut aider en mettant à disposition ses compétences. Voilà. Donc ça, c'est la partie bénévole. Et la partie salariée, donc on est 4 salariés et une stagiaire actuellement qui finit fin août. Donc moi-même, Ruxandra qui s'occupe de toute la partie terrain, Coco à la communication et à la sensibilisation et Audrey à la recherche de partenaires. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer où est-ce que nous travaillons de façon historique, hein, comme je vous l'ai dit au départ. Elle est bien ta présentation. De quoi? Elle est bien ta présentation. C'est vrai? Ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Bon, voilà, il faut y aller dans l'ordre. Hein. Saluer déjà les gens qui nous aident. Voilà, un peu qui, que, quoi, tu vois. Voilà. Mais bref, on continue. Donc, en Indonésie, donc, parce que moi, à la base, j'ai travaillé en Indonésie et j'ai appris l'indonésien, j'ai appris la culture indonésienne, j'ai appris à vivre dans le pays, en fait. Et puis, c'est aussi une zone ultra importante en termes de récifs coralliens. Voilà, c'est un des hotspots de biodiversité. Voilà. Donc, nous sommes sur la petite île de Flores, comme tu disais tout à l'heure, hein, à côté du parc national de Komodo. Voilà, donc la ligne blanche, là, c'est le parc national. Et nous, on est… Est-ce que tu vois ma souris en même temps? Oui. Ouais, ok, parfait. Donc voilà, on est sur la petite île de Seraya Bessa, qui est juste là, qui est hors du parc national. On va zoomer un peu. Alors là, oui, je vous ai pris quelques photos. Donc, je suis aussi photographe, je fais de la photo sous-marine. Et j'ai pu vous prendre quelques belles photos de récifs qu'on trouve sur le parc. Donc là, vous pouvez voir hein, des jolis récifs, plein de pseudanthias, plein de vie. Voilà, là, on peut voir une couverture 100%. On ne voit même pas les cailloux au fond. Attends, Martin, il y a mon compère qui dit c'est une keynote. C'est vrai, on se croirait dans une conférence, un congrès. C'est génial ton truc. Vas-y, continue. Ouais, excuse-moi. Écoute, merci. Bah ouais. Voilà, écoute, là on voit une couverture de 100%, alors principalement des acroporas, c'est les zones où il y a énormément de courants. Là, on est dans 3, 4, 5 mètres de fond. Voilà, et c'est tellement beau. Voilà, c'est tellement beau de voir. Et voilà, et là-dessus, on jette une dynamite et clairement, on se retrouve avec la photo qu'on va voir juste après. Donc là, pareil, hein, du récif, des poissons, des centaines d'espèces. Voilà. Donc là, j'ai zoomé un peu, on se retrouve sur la petite île, sur le village avec lequel nous travaillons. Donc c'est un petit village dans une petite baie. Voilà, c'est principalement des anciens nomades des mers. C'est des gens qui
Voilà, c'est des badgeos et des boogies qui, avant, se déplaçaient beaucoup d'île en île, déplaçaient leur maison. Ils pouvaient rester une semaine à un mois sur un récif ou moins et ensuite partir. Et en fait, peu importe, ils détruisaient un peu, ils revenaient un an plus tard et ça s'était régénéré. Là, ils se sont sédentarisés en fait suite à la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont fait chasser par les Japonais à l'est et ils se sont cachés dans cette petite baie et ils ont fini par y rester. Voilà, donc ce village s'appelle Seraya-Bessar. Voilà, donc je vous ai mis encore quelques petites photos que j'ai pu faire au sein du village pour vous montrer un peu les habitations sur pilotis. Avec les animaux, les animaux en bas et les habitants en Voilà, haut. exactement. Se protéger un peu des animaux et des animaux sauvages aussi. Il y a des serpents, il y a des pitons de 8, 7, 8 mètres, voilà, pour se protéger un peu de tout ce qu'il y a au sol. Et puis garder la fraîcheur aussi en hauteur. Voilà, faire circuler l'air. Voilà, donc ça, c'est vraiment une habitation traditionnelle. Là, une petite photo des locaux, voilà, pour vous présenter aussi voilà, les enfants dans les villages. On peut voir derrière le mur de protection. Ça, c'est un mur qui a été construit il y a 2 ans pour se protéger de la mer. Voilà, ils voient la mer qui monte. Ils ne savent pas forcément que c'est dû au réchauffement climatique, mais en tout cas, ils sont obligés de se protéger. Ils avaient été impactés par le tsunami là, il y a quelques années. Pas à Flores. Pas à Le Flores. tsunami, ça a été Banda Aceh, Ouais. tout à l'ouest de Sumatra. Là où ça a été les plus impactés. L'Indonésie a été le pays qui a eu le plus de morts dû à ce tsunami. On n'en a pas trop parlé, on a beaucoup parlé de l'Inde et de la Thaïlande, mais ça a été l'Indonésie qui a été. Voilà, il y a des bateaux qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres dans les terres, des gros bateaux qu'on retrouve maintenant dans les terres. Quoi. Pour toi, il y a combien d'îles en Indonésie? 17 000, un peu plus de 17 000. Parce que j'entendais sur Europe 1, il y a Philippe Glouget, là, que je t'enverrai le lien. Oui. Il a fait une émission de 2 heures aujourd'hui, de 16 heures à 18 heures, Voyage en Indonésie. Ouais. Et, tu peux le retrouver en podcast sur le site d'Europe 1 et c'était vachement bien. Et lui, il disait il disait combien d'îles, lui, du coup? 18 000. 18 000, ouais, c'est ça. Ouais. C'est entre 17 et 18. Après, tout dépend ce que tu appelles une île, tu vois aussi. Tu as des cailloux, t'as des cailloux qui peuvent être considérés comme des îles, mais bon, bref. Tu t'imagines bien, 17 000 îles, c'est impossible de toutes les visiter. Et l'Indonésie, c'est aussi grand en largeur que les États-Unis, même plus grand, hein, je crois. Et c'est plus grand. C'est plus grand, je crois. Ouais. On n'imagine pas, hein, mais c'est plus grand que les énorme. États-Unis d'est en ouest. Et c'est que des îles volcaniques, hein, dû à l'activité volcanique. Quoi. Ouais, je te laisse continuer, voilà. Excuse-moi. Allez, c'est parti, on continue. Voilà, donc là, pareil, une ambiance, hein, vue de l'intérieur d'une maison. On voit voilà, les maisons sur les pilotis, le cimetière au milieu du village. Voilà. Là, c'est Basrine, un pêcheur qui a travaillé avec nous, qui ne travaille plus avec nous, mais voilà, on le voit préparer sa ligne avant de partir à la pêche autour d'une bouteille en plastique. Ils pêchent à la main, hein, ils n'ont pas de canne à pêche. Là, on peut voir, pareil, hein, le lien à la mer et le lien de ces pêcheurs aux poissons. Voilà, des poissons de récif qui, sans coraux, n'ont pas de possibilité de manger. Voilà, là, pareil, quelques petites photos. À gauche, c'est Doula qui fait partie de notre équipe depuis presque plus de 5 ans maintenant. C'est un des plus anciens. Il a son fusil harpon traditionnel. Au milieu, un pêcheur qui rentre de la pêche avec tous ses enfants qui l'attendent. Et voilà, ils sont bien de retour de la pêche. Et à droite, un collecteur de poissons qui attend les pêcheurs et qui était content, on discutait, j'ai pris la photo. Voilà, donc là, on va parler maintenant, donc sur la gauche, on avait le petit village, maintenant, on va parler de la petite île où nous travaillons, où nous protégeons le récif corallien. Voilà, c'est une île qui est à quelques centaines de mètres du village, donc à même pas 5 minutes en bateau. Voilà, c'est l'île de Atamine. Voilà, vous la voyez, hein, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, voilà, ça c'est une île qui fait 70 mètres par 30 mètres, hein, 70 mètres de long par 30 mètres de large. Elle fait partie des 18 000, qui fait partie des 17 à 18 000, voilà. Il faudrait que je regarde le nombre exact, je vais noter. Hein, c'est vrai que à chaque fois, ce que j'ai en tête, c'est plus de 17. Ouais, 17. Là, avant que tu présentes ta petite île, il y a quelqu'un qui demandait s'il n'y a pas trop de pollution plastique là par là-bas, enfin où vous travaillez. Alors, il y a énormément de pollution plastique. Énormément. Oui, énormément de pollution plastique, mais je dirais que en fait, maintenant, c'est généralisé dans le monde entier. Je veux dire, tu vas à Marseille, tu as aussi de la pollution plastique. Enfin, tout du plastique, on en retrouve partout maintenant. Là, chez vous, il est sous forme de microparticules ou vous voyez? Il y a de la microparticule, il y a aussi du plus gros plastique, du macroplastique. Hein, D'accord.
des bouteilles, des sacs et tout ça, quoi. D'accord. Voilà. Voilà, donc voilà, pour raconter un peu l'histoire de cette île qui est complètement liée au village. Donc, c'est une île qui a été pêchée à la dynamite par les pêcheurs. Donc, au loin, là, au large, on voit l'île de Seraya Bessar. Juste derrière, il y a le village. Là, c'est un récif à marée très basse. On voit des acroporas qui sortent de l'eau. Magnifique. Voilà, voilà, donc ça, c'est un très beau récif. Hein. Il y a donc voilà. Là, on voit, pareil, hein, des acroporas qui touchent presque la surface avec des petites chromis qui sont là. Voilà, bon, c'est magique. Par contre, on a aussi ça. Et ça, pareil, hein, ça, c'est dû donc aux villageois de ce village avec lequel nous travaillons, qui, il y a une trentaine, quarantaine d'années, ont pêché la dynamite. Et voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on est 40 ans plus tard, et tu vois quoi? Plus rien. En fait, il y a 5 poissons au fond, il y a de la sédimentation, il y a une sorte de neige blanche au fond, tu vois. Et puis, si une larve de corail se fixe là, elle finit par mourir soit parce qu'elle se fait sédimenter, soit parce que ça bouge. Donc, en fait, voilà, c'est des zones. Donc, comme l'eau est très propre, hein, j'imagine, il n'y a même pas d'algues. En fait, même les algues, là, ne peuvent même pas s'accrocher, tu vois, au fond. Ah En ouais, fait, elles se font recouvrir, elles ont besoin de la lumière du soleil et elles sont recouvertes par cette sorte de poussière de corail et voilà, en fait, ouais, non, il n'y a pas d'algues, il n'y a rien. C'est vraiment, tu te retrouves sur des fonds désertiques, quoi. c'est affreux. Hein. Voilà. Donc voilà, donc maintenant, je voulais vous montrer un peu comment on pratique la conservation marine. Voilà, donc c'est en 3 axes. Voilà, le premier axe, c'est la conservation marine participative. On répond aux problématiques locales, comme on présentait tout à l'heure, c'est-à-dire les problématiques de pêche à la dynamite, de tourisme. Voilà, arriver à former des pêcheurs pour protéger l'écosystème dont ils dépendent directement. Voilà, sur la photo de gauche, on voit un pêcheur qui transplante du corail. La restauration de récifs, nous l'utilisons comme un outil pédagogique. On n'a pas la prétention de restaurer tous les récifs détruits d'Indonésie ou du monde. C'est peine perdue. C'est pas pour ça. On restaure des toutes petites surfaces. Par contre, ça permet de prendre conscience. Voilà, c'est des gens qui, en plantant du corail, là on le voit tout de suite hein, sur la photo, on plante du corail, on se retrouve avec une trentaine de chromis déjà d'emblée qui viennent et qui vont se sédentariser immédiatement sur ces petites boutures. Donc en fait, Martin, là, oui. je me posais justement la question. Ce que vous transplantez, vous bouturez sur d'autres récifs pour transplanter sur les récifs abîmés. Comment vous faites? Alors, on récolte des coraux sur des zones un peu comme ça. Tu vois, des fois, tu Ouais, as des acroporas qui sont posés au fond. Alors, surtout du corail branchu. On ne ouais, forme pas les pêcheurs à aller casser du corail sur des colonies mères naturelles. d'accord. Surtout pas. En fait, le but, c'est pas de leur montrer qu'on peut casser un endroit et replanter un autre. C'est de récolter des coraux qui sont en difficulté au fond. Donc, souvent des branchus ou du plateau, mais souvent, c'est du branchu. Cassés soit par des tempêtes, soit par des ancres de bateaux, soit par des palmes de touristes. Voilà, bon, il y a on trouve tout type de coraux. À moins de 200 mètres de la zone de restauration. Ouais, Donc voilà, c'est vraiment en se baladant dans les alentours. On récolte ces colonies mères, on les fragmente et on les replante sur les structures. Ça, d'accord. c'est pour les 2 premières années. Ensuite, euh, ensuite, on va utiliser les colonies mères des structures Ouais, pour repeupler d'autres zones. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Voilà, on va utiliser les coraux qui ont déjà poussé sur les structures comme génération 1 pour aller faire une génération 2 à proximité. d'accord. Voilà. Voilà, c'est à peu près ça. Après, je pense qu'il y aura des questions. Vous pourrez, il n'y a pas de souci, on en reparle Et après. vous avez sélectionné, non, c'est le hasard en fait. Vous récupérez les accros qui poussent dans les zones dévastées, quoi. Voilà, c'est ça. Alors après, on a une zone scientifique où on teste différentes choses. Là, par exemple, on voit une structure, donc on appelle ça une table, hein, donc c'est polyspécifique. On a plusieurs espèces. On fait aussi des structures monospécifiques pour voir un peu ce qui se passe. Et souvent, on se rend compte que la compétition favorise la croissance et favorise la résistance des coraux. Voilà, ils sont plus solides et ils résistent mieux en fait. Quand il y a plusieurs espèces de coraux plutôt qu'une ou Voilà, deux. D'accord. Parce exactement. ils font une petite guerre chimique qui les énerve. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est la diversité
favorise la, la, la solidité en fait. Mais on est en train de faire une étude là sur des structures. On va sortir quelque chose très bientôt. Et voilà. En tout cas, on le voit, c'est sûr. Par contre, après, il faut le démontrer en fait avec des chiffres. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc voilà, donc l'équipe, une fois par mois, il y a des coraux témoins sur chaque structure. Ils vont les mesurer. Ils vont compter aussi le nombre de coraux morts sur chaque table, le nombre de poissons, le nombre de retours de poissons sur chaque structure. Voilà, comme ça, on a un peu des chiffres d'évolution. Et on a aussi un suivi des pêches. On en reparlera après, hein, mais l'équipe est formée pour suivre 10 pêcheurs une semaine par mois. Et tous les soirs, quand ils reviennent de la pêche, ils leur demandent où est-ce qu'ils sont allés pêcher, quels poissons ils ont pêché, la taille, le poids et l'espèce, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont vendre. Voilà, en fait, c'est des résultats ultra importants pour savoir un peu déjà le résultat de notre travail de conservation marine, mais aussi l'évolution des stocks de pêche en fonction des… Ouais, la plupart des pêcheurs, c'est des pêcheurs entre guillemets alimentaires. C'est pas des pêcheurs, Alors, c'est pas des pêcheurs pour l'aquario. non, 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 là, il n'y a aucun pêcheur pour l'aquario. Après, oui, alimentaire, oui, comme tu dis, d'accord. Ok, je pensais que tu disais alimentaire pour se nourrir eux. Non, pour se nourrir ou Voilà. pour vendre, quoi. Enfin, Oui, voilà, en fait, souvent, la priorité, c'est se nourrir eux et nourrir leur famille, comme on le voit sur la photo de droite. Hein, voilà, c'est des petites embarcations, voilà. Et tout l'extra, s'ils pêchent des gros espadons ou des macros espagnols ou des choses comme ça qui ont de la grosse valeur ajoutée, alors là, ils vont les vendre. Ils vont garder le poisson de récif pour manger souvent. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais non, aucun pêcheur pour l'aquario dans la région. Voilà, c'est très difficile d'exporter depuis Flores en fait jusqu'à Bali ou jusqu'à Jakarta pour ensuite avoir des avions cargo. D'accord. Voilà. Et donc voilà, ça c'est pour la partie 1, on pourra en reparler après. Hein. Ensuite, on a la partie 2 qui est la sensibilisation. Alors là, on a mis des photos de pêcheurs et d'enfants avec des poissons, mais c'est aussi la partie sensibilisation internationale. Voilà. Donc là, on répond à la problématique 2 qui est la problématique du réchauffement climatique en essayant d'expliquer aux gens en fait, il faut réduire nos émissions de CO2. Et ça passe par des mini-conférences comme je fais là, par les réseaux sociaux, notre site internet, voilà, par tout type de vecteurs en fait super importants pour nous. Voilà. Donc ça, c'est une partie qui est aussi très importante. On vient d'accrocher une exposition photographique au musée océanographique de Monaco il y a une semaine. Voilà, le vernissage se fait la semaine prochaine. On communiquera très bientôt dessus. Voilà, on est assez fiers de ça parce que voilà, c'est une reconnaissance aussi de notre travail et de ce qu'on sait faire. Voilà, il y a en partie des photos que vous voyez là. Et l'axe 3, c'est la participation aux recherches et aux découvertes scientifiques, qui est aussi une partie très importante. En fait, il faut arriver à comprendre comment fonctionnent les récifs coralliens et comment fonctionnent les gens à l'égard de ces récifs pour pouvoir prendre des décisions pour les protéger. Et ça passe par la recherche. Il ne faut surtout pas négliger la recherche scientifique. C'est la première marche pour avancer en fait dans les… Vous êtes en relation, par exemple, avec le Centre scientifique de Monaco? On est en relation avec le CSM, oui, on les connaît très bien. Ouais. On est en partenariat avec eux. Ils font du super boulot. Voilà, c'est un des premiers centres. C'est un des premiers centres à avoir fait de la recherche sur les récifs coralliens d'ailleurs, le CSM. Et voilà. Donc ça, c'est pour l'axe 3. Donc, je répète les 3 axes. Hein. La conservation participative. Axe 1, conservation participative avec les locaux pour répondre à des problématiques locales. Mise en place aussi d'aires marines protégées. Hein. J'en ai pas parlé, mais ça aussi, c'est très important. Axe 2, sensibilisation pour répondre aux problématiques globales de réchauffement climatique. Et axe 3, participation à la recherche scientifique pour s'appuyer sur des bases solides de science. Ouais. Voilà. Donc là, voilà, j'en parlais. Hein. On a mis en place une aire marine protégée de 1,2 hectares sur le récif de la petite île d'Atamine. Donc, toute notre zone de restauration est protégée par une ligne de bouée visible. Plus aucun bateau de pêche, de tourisme ne peut rentrer. Plus aucun touriste ne peut aller se baigner sans y être sensibilisé. Et voilà, c'est une zone expérimentale. Et ça marche super bien. On a vous l'avez fait en collaboration avec le gouvernement indonésien, j'imagine? Exactement. On a commencé en collaboration avec le village. Après, on est passé par la région.
par le gouverneur et là jusqu'à Jakarta en fait. Voilà, c'est quelque chose qui marche super bien. D'ailleurs, pour vous donner, on verra après, il y a un graphe, je crois. Donc là, on voit la récolte. On en parlait tout à l'heure. Hein. On récolte des coraux au départ naturels, comme je vous l'ai dit, naturels, des coraux qui sont brisés sur le fond. Et ensuite, on va aller chercher du corail sur nos structures. Voilà, on va aller les fragmenter et les replanter un peu comme on peut faire en aquarium. Hein. Voilà, on va faire du bouturage. Il faut savoir que, on le voit sur les structures qui sont derrière, des coraux qui ont quelques années commencent à se reproduire de façon sexuée. Voilà, pendant la reproduction, ils vont émettre leurs gamètes dans l'eau et ça va permettre un brassage génétique. Donc, il y a aussi un intérêt à la restauration de faire ce brassage génétique. Voilà. Donc là, on voit un pêcheur indonésien en train de fragmenter. Ensuite, là, pareil, hein, on voit la transplantation, la formation à la transplantation. Donc, pareil, bien faire attention à ce que les coraux restent sous l'eau. C'est très important de ne pas trop les laisser hors de l'eau. Il fait très chaud sur place. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses. Ils sont toujours immergés, même à marée basse, quoi. C'est ce que tu veux dire. Toujours. Et même pendant la transplantation, on les sort très peu. Là, on voit un corail, voilà, il est en train de le sortir, mais il sort que quelques secondes de l'eau. On les laisse jamais hors de l'eau très longtemps. Voilà. Là, on voit le monitoring, comme je vous en parlais tout à l'heure. Hein, donc, les mesures, donc avec une règle, hein, avec des coraux témoins. Là, c'est la formation. On fait des tests aussi avec des nouvelles techniques. On essaye le bambou. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la droite, en fait, le bambou est un peu élastique et il vient appuyer sur le corail, sur la structure métallique. Donc ce bambou disparaît, se casse en l'espace d'un mois, mais le corail a réussi à s'encrouter sur la structure métallique et du coup, on n'a plus l'utilité du bambou. Ça nous permet d'avoir moins de métal sous l'eau et de faire des économies aussi sur le. Et avant le bambou, avant de fixer, c'est quoi les autres moyens de fixer le corail sur la structure? Alors, à la base, on utilisait des zips en plastique. Ah, d'accord. Voilà. On a fait ça un moment. Après, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrête. Et donc, on a utilisé du fil métallique. Voilà, du petit fil métallique. On a utilisé aussi des rubans de cuir. On a fait plein de tests, mais ce qui marche le mieux, c'est le petit fil métallique. On le voit sur la photo de gauche. On ne le voit pas très bien, mais on le voit. Voilà. C'est un petit fil métallique. Ça marche très bien. C'est une super solution. Et le bambou est en test, mais on aime bien aussi l'idée de mélanger un peu les matières. Ouais, c'est bien. Voilà, donc là, tout à l'heure, je vous parlais de l'impact social. Donc, avec les datas, donc les données qu'on récupère, qu'on analyse et qu'ensuite on utilise pour renforcer nos questionnaires et le lien entre l'humain et l'environnement. Là, on voit l'équipe super motivée. On est sponsorisé par une marque de plongée. Donc, on voit leur combi. C'est bien. Qui viennent du village et qui sont ultra motivés. Au début, c'était une île qui était à l'abandon. Il n'y avait aucun sentiment d'appartenance. C'était des pêcheurs qui pêchaient. Ils étaient là. Bon, ils se posaient pas trop la question en fait de protéger. Mais avec le temps, en fait, maintenant, il y a un vrai sentiment d'appartenance et de protection de cette île qui est assez inespéré. Hein. Moi, je ne pensais pas qu'on pourrait à terme avoir un programme de conservation marine aussi performant et aussi avec des gens aussi impliqués, en fait. Voilà. Alors, Martin, j'ai une Oui. question piège. Quelle crème solaire tu préconises, Reef Safe? Personnellement, ma réponse, ce serait une casquette, une capuche et des manches longues. Et puis, si on doit parler de crème solaire, parce qu'il faut forcément se protéger un peu le visage, je recommanderais des crèmes solaires minérales. Voilà, à base de produits minéraux. Le problème des crèmes solaires minérales, c'est que c'est de la peinture, en fait. On se peint le visage, donc elles sont blanches. Donc, on ressemble un peu à des zombies. C'est pas très beau, mais c'est ça que je recommanderais. Se couvrir, comme on voit l'équipe là, eux ils sont couverts.
Et puis c'est toujours bien aussi sous l'eau d'être bien couvert à cause des planctons, des méduses. Voilà, il y a des choses qui font mal sous l'eau et qu'il ne faut pas mettre en contact avec la peau. Et quand on est sur la plage, alors c'est pas forcément très bien de se mettre une capuche et des manches longues, hein. Mais bon, essayer de se mettre à l'ombre. Maintenant, pour les coups de soleil, on a un masque. Donc, on risque Ah pas ouais, de. maintenant. Hein, donc. Non, mais enfin, les crèmes solaires, c'est un grand débat. En fait, on pourra en parler des heures. Ouais, autre truc, j'ai un copain qui dit, si vous voulez soutenir Coral Guardian, c'est un peu l'objectif de vous aider, hein, ce soir d'ailleurs, Oui, vous pouvez utiliser le moteur de recherche Lilo à la place de oui, Google ouais, et ça donne un peu de pognon à Coral Guardian. Voilà, oui, voilà. oui. Et je me lève Lilo, deux c'est un secondes, moteur de recherche. je vais Ouais. mettre la lumière parce que là, je vois que je disparais dans l'obscurité. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Lilo, c'est un moteur de recherche en fait qui grâce aux pubs, permet de reverser l'argent à des associations que les gens choisissent. Et dès qu'ils font une recherche, il y a des sortes de petites gouttes. En fait, on reçoit des gouttes. Et voilà, et Lilo fonctionne très bien. Et tous les mois, en fait, Lilo nous fait un virement qui représente. C'est pas énorme, mais c'est bien en fait parce que c'est stable et c'est du long terme et c'est participatif en fait. C'est beaucoup de gens qui nous donnent peu, mais c'est mieux que peu de gens qui nous donnent beaucoup en fait. C'est ce qu'on préfère, quoi. Les petites Voilà. rivières font, non, les petits ruisseaux font les petites Exactement. rivières. Oui, Voilà. c'est ça. Donc voilà, bon, on en était sur l'équipe. J'avance. Voilà, Ouais, magnifique. ouais. Tu veux de la lumière, Eric. Allez, j'avance. Donc les résultats. Voilà, donc là, alors un graphique un peu barbare, mais il le faut. Alors là, on voit sur la gauche, cette partie-là, c'est la zone témoin. C'est une zone qui est dans la zone protégée, mais qui n'est pas restaurée. Voilà. Donc depuis le début, on compte le nombre de poissons. Donc là, les barres bleues, c'est les espèces, les barres grises, c'est les familles. Sur la gauche, on a la zone témoin, pas restaurée. Au milieu, on a la zone 1 restaurée et à droite, la zone 2 restaurée. Là, ce qu'on peut voir rapidement, hein, c'est que sur la zone témoin qui est restée détruite et qui n'a pas été restaurée dans le temps, on voit une évolution des espèces de 18 à 16, de 2015 à 2019. En fait, ça n'a pas beaucoup évolué. Voilà. En Ouais. fait, ça dépend à quel moment on fait le monitoring dans la journée. Voilà, il y a plus ou moins de poissons. Donc, c'est pour ça qu'on passe de 18 à 26, à 19, à 22, à 16. Mais bon, ça stagne. Par contre, sur les zones restaurées, sur la une, on passe de 13 espèces à 81 espèces et de 25 à 99. En fait, on a fait x4 en espèces. Là, on ne parle pas en nombre de poissons, hein. On parle en espèces. C'est énorme. Voilà. Donc, ces graphiques, il fallait que vous les voyez parce que c'est super important de comprendre. En fait, on parle de biodiversité. Et voilà, quand il y a 99 différentes espèces de poissons, bon, même en aquarium, hein, on sait ce que ça représente, hein, d'avoir 99 espèces dans un bac. Il faut y aller, quoi. Donc Ouais. voilà, surtout qu'on partait d'une zone déserte, hein, à la base, il ne faut pas l'oublier. Là, donc pardon, sur le truc de droite, ça veut dire qu'au départ, il y avait 38 espèces et à la fin, il y en avait 99, c'est ça? C'est Alors, quoi? au départ, il y en avait C'est quoi? 25 Ouais. en 2015, tu vois. Ah, d'accord. Et c'est quoi les chiffres 11, 18, 22, Ça, 30? c'est les familles. Ça, c'est Ah, le nombre d'accord, de d'accord, familles. d'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Voilà. Les familles, on les a mises. Après, les familles, c'est encore c'est une autre vision. En fait, là, on change D'accord, Mais ce d'accord. qui est intéressant, c'est les espèces. Tout le monde connaît les espèces. Après, dans les familles, par exemple, dans les demoiselles, on va tout mettre dans la même famille. Du coup, ça ne va pas évoluer. Alors que si on se retrouve avec 10 espèces en plus de demoiselles, elles vont compter dans les espèces, quoi. D'accord. Tu vois. Voilà. Donc là, on est sur du graphique. Après, je pense que c'est bien l'illustrer en photo. Voilà. Donc là, on voit une photo en 2015. Récif détruit, tout gris. On voit les structures qu'on vient de transplanter là sur la droite. Vous les voyez? Voilà, les tables qui sont là avec les petits coraux transplantés. Donc là, on est en septembre 2015. Je vais passer en septembre 2016. Donc là, tout de suite, on voit de la couleur.
Mhm. En septembre 2017, donc là, c'est une photo qui est un peu plus rapprochée, hein, mais bon, on voit aussi la croissance. 2018, voilà, et 2019. Ouais. Voilà. Donc, je la refais, hein, mais voilà, de ça, on passe à ça. Et là, on se rend compte que, bah, effectivement, le corail, c'est la vie. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et là, pareil, hein, 2015, 2016, 2017, 2018, différents angles de vue. Et pareil, hein, le corail pousse très vite. Sur certains acroporas, on est à presque 1 centimètre par mois de croissance Ah oui. verticale. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et les Seriatopora, n'en parlons pas. Hein. Ça peut être plus d'1 centimètre par mois, en fait. Mais bon, c'est des coraux qui se détruisent, qui poussent très vite et qui se détruisent aussi très vite. Ils sont très vite aussi cassés par les poissons. Voilà. Ouais. Et donc, les tables de culture que vous mettez au départ, elles restent indéfiniment, quoi. Elles restent indéfiniment. Elles sont là, elles sont posées au fond et elles sont amenées à se faire dégrader par l'environnement. Mais on se retrouve avec une croûte de corail tellement épaisse dessus que du coup, elles n'ont plus aucune importance après 10 ans. Ça met 10 à 15 ans à se dégrader. Alors, une petite vidéo, ça vous dit? Ouais, Allez, c'est vas-y. parti. Voilà, vous avez les 2015, 2016. Voilà. Et là, une deuxième sur la deuxième zone. C'est Voilà, les chouette, hein. petits nuages de chromis. Mm. Et là, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous faites des tests de l'eau de temps en temps au niveau des phosphates, nitrates, etc. Ouais, c'est une bonne question. En fait, on pourrait le faire, mais en fait, il faudrait qu'on ait un protocole ultra rigoureux sur les prélèvements et Ouais, qu'on puisse le faire à l'année. En fait, on a décidé de ne pas faire ça, en tout cas pour le moment, parce que les tests sont pas assez précis. Il nous faudrait des sondes. Et avec des sondes, du coup, il faudrait tout un équipement. Mais on aimerait le faire à terme. Le problème, c'est que les paramètres changent en fonction des heures, même des minutes. Il y a des marées, en fait. Bon, voilà, ouais, hein, toutes les 6 heures, il y a une marée haute, une marée basse. Et en fonction, à la marée basse, on peut avoir une température de 32 ou 33 ou 34 degrés. Enfin, voilà, ça monte très vite parce que l'eau, il y a le soleil qui tape, l'eau stagne et qu'on se retrouve avec des concentrations aussi en minéraux complètement. Enfin, en fait, ça varie énormément, d'accord. que ce soit la nuit, la journée, en fonction des marées. Donc, pour ça, il nous faudrait des sondes. Mais on aimerait le faire. C'est une bonne question. C'est un truc qu'il faudrait qu'on. Et j'imagine qu'il pleut aussi de temps en temps. Eh oui, il pleut, il pleut. Alors, ça, bon, on n'est pas en sortie de. On n'a pas d'estuaire proche de là où nous sommes. L'eau, quand il pleut, ça se dissout très vite. Hein. Voilà, on n'a pas de grands changements de salinité. Euh, Par contre, oui, les minéraux, ce serait intéressant euh, par rapport à l'activité humaine, hein, par rapport au tourisme et à tout Ouais. ça. Mais oui, à terme, on le fera. Mais déjà, ce qui serait bien, c'est d'avoir la température. On est en train de voir pour mettre des sondes de température qui prendraient des relevés toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure. Ouais. Voilà. Avant que vous fassiez cette aire de protection naturelle, là, il y avait Oui, des bateaux de touristes qui venaient se balader autour de cette petite île. Enfin, il y avait bien des. sûr, bien sûr. Ben, moi, en fait, c'est comme ça que je l'ai découverte. Hein. J'ai pris un Ah ouais. bateau. Ouais, j'ai pris un bateau. C'est un capitaine qui m'a amené. Crac, il s'est échoué sur le récif. Il a balancé l'ancre sur les coraux. Enfin voilà, en fait, cette île était complètement euh, comment dire, elle appartient à tout le monde, donc à personne, donc tout le monde Mm. s'en fout. Et voilà. Et du coup, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que plus aucun capitaine ne fait ça. Voilà, il y a une bouée d'amarrage, ils vont là, ou ils viennent sur la plage, tout le monde est au courant de ce qui se passe, et tout le monde est content que ça se passe, parce qu'en fait, ils amènent des touristes sur une zone où il y a du corail et du poisson. Donc Ouais. voilà, c'est bien. Des gens qui viennent, C'est vertueux, on va dire. C'est des vertueux. gens qui viennent plonger, quoi. Ouais, plonger ou même faire du snorkeling. En fait, on a Ouais. beaucoup plus de gens qui viennent faire, oui, voilà, se mettre à l'eau en Ouais, surface, ouais, quoi, hein. ouais, tout à fait. Ouais. Bah là, on le voit sur cette photo, hein. Nos structures, elles sont entre 80 centimètres, donc il y a vraiment, enfin, à marée basse, hein, Mm. 80 centimètres et 7 mètres de profondeur. On n'est pas dans des profondeurs de 25, 30, 40 mètres. Donc Mm. voilà. D'accord.
Voilà, donc après quelques petites photos de jolis mélanges, hein, Acropora, Seriatopora, là dans très peu d'eau, là on est dans 1 mètre, mais c'est joli, les couleurs qui se mélangent, les pastels. Voilà, là on voit un petit requin pointe noire qui est sur la zone de restauration, on en voit un autre aussi au loin là. En fait, c'est des petits requins qui sont revenus, qui n'étaient plus là, et qui sont revenus depuis que la zone est protégée. Voilà, hein, c'est des requins qui ont quelques mois et qui se protègent en fait dans très peu d'eau, qui se protègent des pêcheurs et des prédateurs, quoi. Ouais. Voilà. Là, j'ai quelqu'un qui demande, est-ce que vous projetez de relancer un projet comme Live Coral? Alors, Live Coral, pareil, ouais, c'est une bonne question. Ça a été difficile en fait. Alors, ça a été un peu un échec, Live Coral. On voulait donc, je fais un résumé, hein, c'est un programme on voulait mettre une caméra, 2 caméras, une caméra terrestre, une caméra sous-marine pour diffuser en direct les récifs de l'île. Voilà, donc on y était presque, hein, et en fait, on a eu un refus des autorités locales. D'accord. Voilà, on pensait que ça allait être bon, on a eu l'autorisation et en fait non. Voilà, je pense que c'est une peur aussi de diffuser des choses. Je sais pas en fait. Voilà, bon, ça a été un peu difficile. On était presque prêts, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est beau de voir revenir la biodiversité. C'est vrai que ça aurait été bien de la montrer en direct, mais bon. En tout cas, cette présentation, elle est vraiment superbe, hein. Eh ben, merci beaucoup. Et C'est gentil. c'est pas fini, non, non, bah ouais, ouais. Et c'est vraiment génial qu'on ait le privilège de la voir. Eh bien, voilà, donc là, on passe à la partie plongée sous-marine. Comme on disait tout à l'heure, c'est une belle alternative pour ces pêcheurs qui peuvent, du coup, vivre de la pêche, mais aussi de la protection du récif. C'est important de voir que le tourisme, à Komodo, il y en a. Les gens viennent pour plonger. Et ces pêcheurs, en fait, c'est un peu des rebuts du tourisme. C'est des gens qui n'ont pas accès au tourisme. Et là, d'un coup, ils sont précurseurs sur quelque chose que personne ne fait, c'est-à-dire protéger l'écosystème. Et tous les touristes, en fait, aiment ça. En tout cas, les touristes européens, australiens, veulent voir de la préservation, veulent participer à l'effort de préservation et veulent aussi financer ça. Donc voilà, là on voit 2 plongeurs qui sont en train de participer à une activité de restauration. Ça marche super bien. En plus, la plongée permet d'être calme, posé au fond. C'est dans peu de profondeur. On peut faire ça presque en baptême de plongée. Là, ils sont dans 6 mètres de profondeur. Voilà. Donc, Génial. Là, il y a, excuse-moi, je te coupe encore. vas-y, vas-y. Il y a Philippe qui demande, est-ce qu'on a un suivi des coraux adoptés? C'est-à-dire que moi, j'en ai adopté 2, hein, je crois. J'ai les coordonnées GPS, Oui, machin. oui. Et si je vais sur Google Earth, je zoome, je zoome, je zoome, je vois mon corail pousser, Martin. Alors, pareil, c'est une bonne question. C'est très compliqué en fait de suivre coraux par coraux, corail par corail. Les coraux, en fait, pour nous, c'est très compliqué de donner un suivi de chaque entité. C'est pour ça qu'on donne un suivi des structures en général. D'accord. Donc, tous Ouais, les ouais. mois, via notre newsletter, sur le certificat d'adoption, il y a la structure, le numéro de la structure, et tous les mois, on donne des nouvelles d'une des structures. On donne des nouvelles de l'évolution de la biodiversité. On donne un maximum de nouvelles de la zone. Mais il ne faut pas oublier en fait que s'il y a 1000 personnes qui ont adopté des coraux, eh ben, comme on disait, c'est des petits efforts qui vont ensemble et qui font un récif. Et à la Ouais, fin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des nouvelles du récif. c'est Voilà. génial. Et voilà, on s'est beaucoup posé la question de comment faire pour pouvoir donner des nouvelles de chaque corail. Et en fait, c'est impossible. C'est juste impossible. Non, parce que tu comprends, on est triste de ne pas avoir de nouvelles de nos bébés, quoi. C'est ça. Du coup, vous avez des nouvelles de la structure, vous avez des On nouvelles a des des gens. nouvelles de la famille. Et voilà, exactement. Des gens qui les protègent, Ah ouais. de tout, en fait. On donne vraiment des poissons qui reviennent sur la zone. En fait, on donne, mais il ne faut pas le voir comme le corail, il faut le voir comme le récif auquel j'ai Ouais, ouais, contribué. ouais, ouais, Et, non, et je fais partie de ce récif, en fait. Voilà. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. tout Et à fait. voilà. Et on en parlera d'après, justement, de Adopt un corail. Donc là, voilà. Et donc là, après, c'était pour dire qu'on a transplanté, donc en tout, en parlant des coraux adoptés, mais aussi des coraux pas adoptés, enfin voilà, tout ce qu'on a transplanté, c'est 38 000 coraux. On a créé 8 emplois stables en Indonésie. Voilà, on fait des formations maintenant à travers notre centre de formation. On a envie de transmettre en fait la connaissance
qu'on a acquises en Indonésie. On a eu beaucoup d'échecs aussi, hein, pas forcément à Flores, mais avant. Et tout ça, on a appris de ces échecs. On a réussi à monter un programme qui fonctionne à Flores. Et maintenant, on essaie de le transmettre à travers le Blue Center. Voilà, c'est un programme de formation à travers un manuel qu'on va bientôt sortir, un manuel de formation, hein, à travers la formation sociale, la formation biologie, écologie, la formation à la gestion de projet. Voilà, le but, c'est de mettre ça en place. Et nos prochains spots, Ouais. le prochain spot, voilà, la priorité, c'est la Méditerranée. Voilà, la Méditerranée, c'est une mer qui cristallise un peu toutes les problématiques qu'on rencontre dans le monde. C'est une petite mer qui subit beaucoup l'activité humaine. Voilà, donc on a envie de travailler dans cette mer. On a en ce moment identifié un programme avec donc des acteurs locaux, une structure locale, des problématiques avec des pêcheurs, des pollutions au fond, des destructions d'écosystèmes, des coraux. Donc là, on parle de Dendrophilia ramea. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un corail qui est non symbiotique, mais qui se bouture et qu'on aimerait justement bouturer et restaurer. Donc ça, c'est le priorité numéro 1. Et la deuxième, c'est les Caraïbes. Voilà, donc un programme en Colombie, pareil, qui est identifié. Donc on est en train de chercher des financements, mais vous imaginez bien qu'avec le coronavirus, on a eu des difficultés. Voilà, c'était quelque chose qui devait commencer cette année, mais ça a été repoussé. Donc voilà, hein, on fait appel à toutes les possibilités de financement des partenaires, entreprises ou particuliers qui aimeraient s'impliquer dans un programme de conservation marine dans les Caraïbes ou en Méditerranée. Voilà, c'est la suite logique de ce qu'on a fait en Indonésie. On ne va pas arrêter d'apprendre parce que c'est des écosystèmes qui sont différents, c'est des populations locales qui sont différentes. Donc voilà, on avance comme ça. Et voilà, c'est les deux, c'est la suite. Qu'est-ce que je veux dire? Et Excuse-moi. voilà. Est-ce Oui, que tu as évalué à la louche la superficie restaurée en Indo? oui, on est sur. Alors, si on compte vraiment, si on compacte toutes les structures, on est sur un peu plus de 500 mètres carrés. Si tu élargis, si tu comptes les trous entre et tout ça, on est sur allez, 1000 mètres carrés, tu vois. Et c'est des toutes petites, c'est des petites zones, quoique je pense qu'on est quand même dans le monde. Je pense qu'on est dans les plus grandes zones restaurées qui existent. Voilà, mais la restauration, encore une fois, je le répète, hein, mais c'est un outil pédagogique. Voilà, c'est pas possible en fait de restaurer. Déjà, revenir à un écosystème naturel. La seule façon de le faire, c'est en protégeant. Voilà, une aire marine protégée fonctionne très bien. C'est juste que on fait rien, on protège seulement. Enfin, on fait rien, on protège, mais on va pas restaurer. C'est de la conservation passive. On protège et les résultats, on les a en 5 à 10 ans. Sur une zone restaurée, comme on a vu, on les a en 1 à 2 ans, les résultats. Donc en fait, les pêcheurs, là, ils ne se demandent pas ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont vu le résultat. Si on leur demande d'attendre 10 ans pour voir les résultats, c'est des gens qui, ils vont lâcher l'affaire, quoi. Ouais. Comme n'importe qui, en fait. Hein. Je veux dire, si on demande d'attendre 10 ans pour avoir des résultats, beaucoup abandonnent. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme ça et c'est important. Mais donc, du coup, en tout cas, 500 mètres carrés effectifs, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ouais. Voilà. Donc voilà, après, on parlait de Adopte un corail. En fait, comment Ouais. nous aider et faire avancer notre association. Voilà, nous, on prend partie du petit financement, mais beaucoup, en fait. Beaucoup de gens qui s'impliquent. Ça veut dire que ça va être beaucoup de gens qui vont s'intéresser à ce qu'on fait, s'intéresser au récif corallien, faire des efforts en conséquence. Ouais. Et du coup, financer notre association et nous permettre de mettre à bien nos actions. Et du coup, on a ce programme Adopte un corail qui nous a permis de démarrer l'association. Au début, on n'avait ni accès au financement public parce qu'on était trop jeunes, ni accès au financement d'entreprise parce qu'on n'avait rien fait. Voilà, on n'avait pas la confiance. Du coup, on a lancé Adopte un corail. On a levé un petit budget. On a fait notre premier programme de conservation. Et du coup, après, on a été suivi par les entreprises. Après, on a eu accès. Voilà, en fait, c'est quelque chose qui nous fait vivre depuis le début et qu'on continue à développer, on aimerait que ce soit la seule chose qui nous fasse vivre
parce qu'on a les mains libres. En fait, grâce à ça, on fait ce qu'on veut et on gère la conservation marine comme on l'entend. Et c'est Ouais, génial, donc, en fait. il On faudrait peut même faire adopter des coraux. oui, voilà, adopter un corail, des coraux. On a même mis en Ouais, place pour les entreprises, adopter des récifs pour des ouais, entreprises qui n'ont pas des budgets énormes, mais elles peuvent adopter un petit récif. Voilà, on a le premier récif qui est à 900 euros, par exemple. Voilà, ben ça, c'est possible pour des toutes petites entreprises qui veulent. Voilà, et on en a de plus en plus. C'est assez génial. Et pareil, ouais. on peut faire de multiples petites entreprises que une très grosse. En fait, c'est dangereux pour nous, en fait. Donc, Ouais, non, mais voilà. tout à fait. Parce que Même si, si la voilà, grosse vous lâche, vous êtes mort. exactement. Donc, c'est toujours important d'avoir des grosses structures, Ouais. mais il ne faut pas négliger euh, nos frais de fonctionnement et notre. Ouais. C'est Là, je ça. regarde, il y a Alexis là, qui demande, je te lis la question. Vous parlez des impacts de la pêche au cyanure et de la dynamite. Quel était pour l'Indonésie et actuellement en Australie l'impact du prélèvement de coraux sur pied-mer? Est-ce que Oui. tu en as une idée? Il y a, Alors, j'ai pas bien compris la question. est-ce qu'il y a un gros impact du prélèvement de boutures ou sur pied-mer, quoi? T'as Hmm, l'impression? à mon avis, le prélèvement australien par rapport à la taille de la grande barrière de corail, c'est négligeable. Ouais. Voilà. C'est quelques structures qui sont ultra réglementées. Je crois qu'il y a que très peu d'entreprises qui sont certifiées pour le faire. Ils ont des protocoles ultra suivis. Voilà. Bon, euh, après je dis pas que je suis pour le prélèvement sauvage. Ouais, non, j'ai compris. Ouais. Voilà, je dis juste que oui, effectivement. Voilà. Par contre, l'Australie aurait mieux fait d'élever du corail, en fait, plutôt que Ouais. d'aller prélever. Bon, c'est beaucoup plus facile d'aller prélever et rien ne les empêche de prélever, donc ils le font. Hein, et puis ils ont Mm. des coraux superbes à prélever, donc pourquoi pas. C'est juste que, ben voilà, on parle d'espèces protégées sous CITES. Il faut faire attention quand même en Indonésie, les élèves. Pourquoi pas. Et puis on a accès à des coraux plus résistants aussi. Ouais, Quand d'élevage on et les tout. élève. Mm. Voilà. Hein. Donc, bon, c'était une bonne question. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais je te transmets les questions. Ouais, Bon. ouais. Thank you. Voilà, bah, c'était pour vous remercier de m'avoir écouté pour cette Mais c'est présentation nous. qui a C'est, duré quand même 1 heure. ouais, non, c'est plutôt nous. C'est plutôt nous qui te remercions de nous avoir fait le plaisir de cette présentation. Ouais. Bah, écoute, ouais. Bah, après, s'il y a des questions, je suis dispo. Et après, je pense que je pourrais vous mettre, pour conclure, une petite vidéo. Ouais. Bah, les questions, elles viennent au fur et à mesure, hein. Et bah, écoute, Ouais, c'est tu parti. peux, Hein, s'il y en a. s'il y a des questions, il y a des questions. S'il y en a pas, il y en a pas, hein. On va pas, Ouais, bah écoute, est-ce qu'il voilà. y a des questions? Bah, là, pour l'instant, j'en vois pas plus que. Non, bah Est-ce écoute, mais la Il y vidéo. a, il y Non. a, il y a, il y a combien d'associations dans votre zone pour la préservation des coraux, à part vous? Parce que moi, Alors, je connais Océan de Gardeners de Vincent. oui. À part ça, j'en connais pas d'autres, quoi. T'en connais beaucoup. Alors, ouais, donc nous, bah, en France, il y en a en France, depuis la France, hein, des assos françaises qui font de la préservation des récifs coralliens. On a été une des premières. Il y en a eu beaucoup qui se sont montés les 2, 3 dernières années là. Hum, Et c'est très bien parce que ça veut dire qu'il y a un besoin et que bah, elles répondent à un besoin. En Indonésie, elles existent aussi, mais une association indonésienne, c'est beaucoup plus difficile à se financer en fait. Donc voilà, il y a l'association de Vincent qui est très bien et qui fait du super boulot. hum. Voilà, et qu'il faut aider aussi. Je ne crois pas que Ocean Vincent. Gardener. Hein? Ocean Gardener. Ocean Gardener, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Qui agit sur Bali et bientôt ailleurs, je crois. Hein. Il je veut sais pas, s'étendre moi. un peu. Ouais. Mais bon, voilà, hein, association. Enfin voilà, bah, c'est Vincent, il sait ce qu'il fait. Hein, donc, voilà. On se fera un petit live avec Vincent aussi, tiens, pour causer Oui, de. oui, oui, oui. Bah, Et ouais. je te, si Il t'as, a plein si de t'as choses à envie dire, de le Vincent. Hein. si t'as le temps et que t'as envie de le regarder, je Ah bah t'y avec invite très plaisir, bien avec volontiers. plaisir, Mm. avec plaisir. Et Alors, j'ai voilà. d'autres questions. C'est quoi alors? Une entreprise alternative? Ouais, bah ça, on a répondu tout à l'heure. Les nouvelles, c'est dans la newsletter. L'entreprise qui adopte un récif, j'imagine que c'est comme pour les particuliers, quoi, les nouvelles.
Oui, oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. Et là, on est en train de développer notre site. Ça pourra être fait directement sur le site dans 2 à 3 mois, je pense. On pourra adopter le récif comme on adopte un corail via notre site internet directement. Là, Ça, il y a Hortin, Fabrice Hortin, j'imagine que tu connais, qui a monté un truc en Indo, pareil, pour faire de la restauration. Et lui, il fait ça de mémoire. Un Ram Japat ou Rampajat ou Rajampat. Rajampat. voilà. Hein. Ouais, 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 ouais. Et donc c'est pareil, il lève des fonds pour faire des tables de culture, quoi. Mhm, Donc mhm. c'est une bonne initiative aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a plein Voilà. de belles initiatives en fait, hein. Il y a plein de belles initiatives et il faut s'impliquer. Moi, voilà, si je peux donner un conseil aux gens, c'est de s'impliquer avec une association, soutenir, alors que ce soit du corail, des forêts, peu importe en fait, mais aider des associations, et pas forcément les très grosses, hein, les petites ou les moyennes, mais Voilà. donner les moyens, que ce soit en compétences, que ce soit en matériel ou en finance, bah, arriver à donner les moyens à des petites associations de faire leur boulot et de soutenir en fait. Je pense que c'est bien. Et c'est pas dans la culture de tout le monde, mais je pense qu'il faut que ça le devienne. Voilà. Moi, à la base, c'était pas dans ma culture hein, de l'associatif, en fait. Hein. Ça l'est devenu en montant l'association et en me rendant compte que c'était la culture de beaucoup de gens. Et Ouais, c'était très ouais, ouais. important. Quoi. Moi, j'approche de la retraite, donc je vais peut-être m'impliquer dans des assos, qui sait. Hein, Ouais, c'est important. Hein. voilà. Là, si tu veux lancer ta vidéo, tu peux, Martin. Allez, je lance la vidéo. Tu me diras si tu as le son, mais normalement, il devrait y avoir le son avec. Eh ben, écoute, je lance et c'est parti. Ouais, il y a la musique. Et la musique? Ouais. C'est reposant.
Ok. Voilà. Martin, Oui, il y a Fabien qui demande, est-ce que tu as remarqué des impacts du réchauffement climatique sur les zones restaurées? des impacts du réchauffement climatique sur nos zones. Ouais, sur vos zones, ouais. Ouais, en fait, oui, oui, oui. Ce qu'on remarque, mais ça, c'est sur nos zones, ou peu importe où, nos zones ne sont pas exemptes de ce qui se passe, hein. Il y a de plus en plus des blanchissements massifs, comme on rencontrait tous les 10 ans. Bah, allez, il y a 50 ans, c'était tous les 10 ans. Et Ouais, ben, depuis quelques années, c'est presque tous les ans, en fait. ouais, ouais. Et voilà, quand ça blanchit, ça ne veut pas dire que ça meurt, hein. Ça blanchit et ça revient. En fait, si la zone, si la phase euh, de masse d'eau chaude dure moins d'une semaine à 2 semaines, bah, du coup, les coraux reprennent leur microalgues et reprennent leur couleur. Ouais, Mais voilà, en fait, il y a de plus en plus, en fait, c'est de plus en plus fréquent. Voilà, c'est ça qu'on remarque. ouais. Euh, voilà, et c'est triste. Ouais. Des coraux qui blanchissent comme ça avec la température, ils reprennent des couleurs au bout en combien de temps, quoi? C'est pas, j'imagine que c'est pas rapide. Bah, ça dépend, non? Ça peut être très rapide, hein, en quelques Ah jours. bon? Ouais, en quelques jours, ils se recolorent tout doucement. Ils sont blancs, après ils sont très pâles. Et puis ils reprennent. Ça revient assez vite en fait, hein. Si la température baisse vite, ça revient vite. Le problème, c'est que voilà, des fois la température reste élevée. Et voilà, Pour on a remarqué que ouais, ouais, vous, chez vous, la flotte, elle est à quoi? Autour de 27, 28? ouais, 29, 30, 29. Ah Ouais. ouais, parce que tu vois, l'autre fois, on parlait avec Vincent, lui, chez lui, la flotte, elle est souvent autour de 23,5, 24, 25, Et voire oui, 25. ouais, Bali. En fait, là où il est, il y a des zones, il y a des grandes fosses en fait. Ouais. Il y a des remontées d'eau très froides en fait, beaucoup plus froides que là où on est. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, bon, Ok. Bon, ouais, ben, faut faire avec. Euh, ouais. bon, bah écoutez, hop, 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 je regarde, mais bon. Bah, vous Bah pouvez écoute, peut-être aller mettre bah, suivre notre compte Instagram et Facebook si vous l'avez pas fait, ça ouais. peut être bien, bah, bah, voilà, pour Moi, suivre. Et j'aurais voulu mettre le groupe en public pour que les gens puissent partager cette présentation qui est vraiment géniale et je te remercie encore. Malheureusement, c'est impossible, un groupe privé, on peut pas le passer en public. Mais ce que je ferai, Martin, je vais te l'enregistrer cette vidéo et oui, tu me la feras passer. je te ferai un WeTransfer par mail Ouais, super, et super. comme ça, tu en feras ce que tu veux, quoi. Si tu as envie Ouais, de le merci beaucoup, publier, Eric. de t'en servir, Merci. il n'y aura pas de problème. Voilà. Merci. Bah écoute, est-ce qu'on a d'autres questions, les amis? Il y a Ty là qui arrête pas de mettre le lien de Coral Guardian. Lui, il faut, et ça fait au moins 10 fois qu'il met le lien de vos sites, hein. C'est mon adjoint. C'est mon adjoint à la propagande. Euh, il me coûte pas cher et il travaille bien. Euh, voilà. Bon, bah écoutez, Martin, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec plaisir. On se recapte pour que je te file la vidéo. Oui. Et cette présentation, quand tu m'as dit je fais une petite présentation, j'imaginais pas qu'elle allait durer plus d'une heure, hein, franchement. Ouais, bah écoute, si ça Mais, dérange pas, mais, moi je parle, mais, mais c'était génial. C'était génial. hein. Ouais. C'était génial. Qu'est-ce que Bah, j'aurais pu dire? avec plaisir. Et puis bonne soirée à tout le monde. Ouais, bonne soirée. Merci beaucoup et à bientôt, hein. Ciao. Merci Salut, beaucoup, Eric, ciao tout le monde. Martin. Bonne soirée. Salut. Ciao.